au café. Voilà. Alors, je pense que j'ai à peu près tout dit là. Est-ce qu'on peut remettre tous les œufs au même endroit, les oignons et les échalotes? C'est toujours mieux de Ah, changer un du- peu de du place. bouger. Ouais. C'est toujours mieux de changer un peu de place pour beaucoup de choses. Il n'y a que les pommes de terre et les tomates qui peuvent être une exception, à condition qu'on recycle leur ancienne verdure sur place et qu'on amende quand même le sol avec toutes sortes de choses. C'est des plantes quand même assez gourmandes, mais qui peuvent revenir éventuellement pendant une certaine période, jusqu'à ce qu'on voit qu'une année que ça commence à ne plus donner autant. À ce moment-là, c'est ça l'inconvénient des serres. Hein. Donc il faut essayer d'avoir une serre qu'on sait une fois bouger de place. Ça, ce serait l'idéal. Ou deux serres. Ou deux serres et qu'on peut combiner les plantations qu'on fait dedans, etc. Mais beaucoup de gens n'ont qu'une petite serre, n'ont qu'un petit jardin. Donc, essayer de trouver quelque chose alors qu'on peut déplacer. Les serres, là, un tunnel avec un plastique, il y a moyen de les déplacer. Ou bien fabriquer une serre soi-même et prévoir. Bon, maintenant, il y a des ancrages là avec des piquets, et alors des piquets carrés qu'on peut mettre dedans, qu'on met un boulon en travers ou un tire-fond en travers. On peut enlever le tire-fond et repiquer les piquets ailleurs. À 4-5, ça ramène toute la famille et la moitié de la rue, vous soulevez et vous allez placer un peu plus loin. Ce serait bien de pouvoir trouver un système pour faire ça. Il existe des serres sur roulette aussi, hein, ça existe. Hein. Mais bon, ça c'est les professionnels. C'est les anciens qui faisaient ça parce qu'ils ont déjà compris à l'époque que c'était quand même avantageux. Ou bien il faut sortir sa brouette et sa pelle et tout son courage et enlever une partie de la terre, aller chercher ailleurs, mais on n'enlève jamais tout où ce que les racines vont dedans. Hein. Donc c'est déjà une astuce pour prolonger un peu. Mais c'est un travail de titan, d'esclavage, hein, presque, de faire ça. Mais bon, il y en a qui le font. Hein, Question. Oui. L'ouverture d'une serre, c'est toujours côté sud? Les deux côtés, toujours en face. Ouais. Il faut toujours faire un courant d'air. Oui. Ouais. Et l'ouverture, c'est nord-sud alors? Ça peut être nord-sud, ça peut être n'importe. Oui. Disons qu'il faut éviter que les pluies dominantes et les vents dominants sont l'ouest souvent, Oui. que c'est plutôt dirigé vers l'ouest, ou bien il faut prévoir alors un auvent, Oui. parce que les pluies chassant, si c'est des tomates, ils vont vous donner le mildiou à vos tomates. Donc ça, c'est à prévoir. On peut aussi prévoir alors que la porte de la serre ouvre vers l'intérieur et protège alors l'arrivée de l'eau qui pourrait venir de l'ouest. Donc ça, c'est à prévoir. Moi, dans ma serre, comme ça, j'en ai que j'ai construit moi-même. J'ai eu l'occasion d'en avoir une à mon beau-père quand il a arrêté de faire son potager. C'est une donc aussi avec une bâche en plastique et j'ai encore mis une double bâche à l'intérieur parce que des moments que en automne souvent, en septembre, octobre, quand il y a des nuits très froides, il y a beaucoup de transpiration et alors il y a toute une couche, c'est pas du givre mais c'est plutôt de la buée qui s'installe sur la paroi et quand le soleil arrive le lendemain matin ça goutte. Et alors, à ce moment-là, tu attrapes aussi le mildiou. Ou tu pourrais attraper le mildiou. Toujours aéré au maximum. La serre ne doit être fermée que quand on a vraiment des petits semis qui doivent rester plutôt chauds. Mais moi, mes serres sont ouvertes pratiquement 365 jours par an. De temps en temps, je ferme un peu le soir et je rouvre le lendemain matin. Il faut toujours une aération importante et toujours une ouverture face à face. Une ouverture de toit n'est pas aussi efficace, peut-être être efficace pour enlever un peu la chaleur, mais quoique un courant d'air suffit et est nettement plus intéressant.
Parce Surtout que, en plein été, hein, lorsqu'il Ouais, fait très chaud, ouais. les ouvertures en vis-à-vis aèrent beaucoup mieux une serre. Ouais. Donc voilà. Merci. Ça, Ben, pour un peu rejoindre la question de monsieur, donc il y a pourquoi on ne peut pas toujours remettre les mêmes légumes, par exemple dans une serre, il y a une raison, c'est que au niveau de, si on met toujours les mêmes plantes, on utilise toujours les mêmes substances nécessaires aux légumes. C'est-à-dire que si on met toujours la tomate, voilà, elle puise toujours ce qu'elle a besoin, et il y a d'autres éléments qui ne sont pas utilisés. Par contre, si on met autre chose l'année d'après, voilà, ces légumes-là qui ont d'autres besoins vont venir prendre d'autres éléments nutritifs dans le sol. Donc ça, c'est au niveau nutritif. Mais alors, il y a aussi au niveau maladie. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les insectes, les champignons, tout ça, s'installent là où c'est le plus facile, où s'ils retrouvent toujours le même légume hôte qui les intéresse et que vous remettez toujours au même endroit, forcément, ils seront là plus vite pour s'installer sur ce légume. Par contre, si vous changez régulièrement, ça les perturbe. Donc, du coup, ils s'y retrouvent moins facilement. La même chose au niveau des virus. On peut avoir des virus au niveau des tomates. Voilà, le virus se transmet aussi via le sol et tout ça. Voilà, vous entretenez la multiplication de ces virus et maladies en mettant toujours les mêmes légumes, ou au moins toujours les légumes d'une même famille. Je vais reprendre l'exemple du chou brassicacé. Voilà, il y a par exemple, la hernie du chou, elle peut s'installer dans un sol que pendant 6-7 ans. Si vous remettez régulièrement toujours des légumes de la même famille, ces légumes seront toujours atteints par la hernie du chou. Donc c'est pour ça que parfois il faut un laps de temps assez grand pour éliminer ces champignons qui sont présents au niveau des racines. Voilà, ça c'est un peu... ouais. Il y a un petit peu, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi l'autre courant qui dit que chaque attaque a ses ennemis, et alors les ennemis sont aussi en place. Donc il y a des champignons qui attaquent d'autres champignons, etc. Et ça C'est une autre théorie. c'est encore théorique, mais il y a de quoi quand même croire que... Pour la hernie, c'est très difficile. Oui, la hernie, c'est autre chose. Ça ne marche pas pour tout. Les virus se font attaquer par les bactéries aussi. Il paraît que sur notre brosse à dents, etc., on peut déposer des virus qui ne nous donnent pas nécessairement une maladie, mais les bactéries qui sont présentes vont attaquer les virus et vont manger les virus, en fait. Donc la nature est très complexe, on ne comprend pas encore tout. Il ne faut pas oublier qu'on a une immunité aussi. Aussi, il y a un combat de tous les jours qui se fait vis-à-vis des agressions microbiennes. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont de l'asthme et tout ça. C'est parce qu'ils ne sont plus en contact avec la nature. Ils sont dans un endroit protégé, confiné, avec des produits qu'on utilise pour stériliser toutes sortes de microbes, toutes sortes de choses. Mais alors, dès qu'ils viennent en contact avec un microbe ou un virus qu'ils n'ont jamais connu, c'est un peu ce qu'il y a eu avec le coronavirus. On connaissait pas, on n'avait pas encore été en contact avec, donc on n'était pas encore immunisé, voilà. Donc c'est pour ça que c'était si important. Voilà. La pollution aussi. La pollution, il y a un tas de choses qu'on ne maîtrise pas nécessairement, mais que la nature, elle ne se régulariserait pas
il y a longtemps qu'on ne serait plus là, hein. Il n'y aurait plus rien, tout serait foutu, hein. Avec par exemple les essences et tout ça, avec du plomb et avec des métaux lourds le long des routes, avec les pots d'échappement, etc. Si ça ne se régulariserait pas, il y a longtemps qu'il n'y a plus un herbe qui pousserait le long des routes, hein. Mais souvent, il y a un tas de plantes. Mais il y a des plantes aussi qui récupèrent ça, qui transforment, etc. Et la nature, heureusement, est beaucoup plus intelligente que nous et trouve souvent des solutions, mais il faut un certain temps. Oui, c'est pas figé, ça, Non, ça c'est pas évolue. figé, ça évolue. Le monde évolue. Ouais, ouais. Alors, pour continuer à autre chose, achetez maintenant vos plants de pommes de terre, surtout les premières, mais même toutes. Pour l'instant, il y a le choix dans les jardineries. Et faites-les pré-germer. Surtout pour les toutes premières, c'est important de commencer déjà. Souvent, les toutes premières qu'on va récolter un peu moins en volume que les autres, mais ils seront là beaucoup plus vite quand on aura envie de manger des nouvelles pommes de terre et quand elles seront encore très chères. Donc faites-les pré-germer. Comment on fait? On les met dans une caissette. Donc souvent c'est dans un petit sachet ou c'est dans une caissette bien garnie comme ça, bien chère aussi. Il faut faire vos plans vous-même. Et ça je le dis quand c'est le moment de le faire, hein. C'est mieux de faire ses plans soi-même, mais bon... il faut bien une fois commencer, et parfois on a l'expérience qu'on a oublié de les rentrer quand il y a gelé, et tous les plans sont foutus. Donc là, il faut bien une fois renouveler. Mais au contraire de ce qu'on disait dans le temps, c'est de prendre ses plants soi-même, que ça dégénère la variété, mais c'est tout à fait le contraire. Ça, c'est pour vendre beaucoup de plants qu'on a lancé cette idée-là. Au contraire, les pommes de terre s'adaptent à votre terrain, à votre environnement, etc. C'est plutôt bon. À part que si vous voyez, vous constatez qu'il y a les feuilles qui restent chétives, la récolte n'est plus très terrible, c'est peut-être qu'ils ont attrapé un virus. À ce moment-là, il faut peut-être une fois renouveler les plants, en acheter ou en avoir à quelqu'un, et les planter un peu à un autre endroit, un peu comme Michel disait. Donc ces virus peuvent éventuellement encore être présents et éventuellement se transmettre. Donc là, pour les fraises, c'est la même chose, hein. Quand les feuilles restent petites et tout ça, c'est qu'il y a un virus et il faut une fois renouveler et planter ailleurs, quoi. Voilà, donc pré-germé, c'est dans une caissette en plastique, en bois. Si c'est plastique, je mettrai quand même un petit papier dans le fond pour éventuellement cette humidité. Et surtout qu'une couche et en pleine lumière. Si c'est possible, mettre frais. Bon, ça, on ne sait pas toujours régler. En pleine lumière, frais, c'est pas dans le frigo. Ou bien il faut laisser la lumière allumée, mais c'est un peu donc, la température, on ne sait pas toujours gérer. Ça peut être dehors tant qu'ils ne gèlent pas et qu'on n'oublie pas de les rentrer le soir en cas de risque de gel. Parce qu'une pomme de terre à -1, en tout cas le germe va être foutu, peut-être pas encore la patate, mais tout l'avantage qu'on a eu à faire pré-germer sera détruit et ça sera même moins bien parce qu'il faudra qu'elle se remette à végétation et tout ça. Donc à la lumière, ça c'est le plus important. Dans le noir, vous allez avoir des germes longs et fins, fragiles, que parfois ça peut faire 20-25 cm. Et couper à chaque fois les germes pendant l'hiver, non, parce que à chaque fois que vous enlevez les germes, vous enlevez une partie de sa force, quoi, hein, au plant de pommes de terre. Donc, moi, les pommes de terre sont tout l'hiver dans ma véranda. Il y a une coupole et j'ai une planche là en hauteur et tous les petits bacs sont au-dessus. Comme ça, je n'ai pas le problème de devoir les rentrer et les sortir. C'est surtout ça, c'est par fainéantisme. Oh, sinon, au début, je les mettais dehors, je les rentrais quand ils risquaient de geler et tout ça, mais c'est quand même du boulot. Donc, ils sont là. Et alors, les germes vont être courts et trapus, costauds.
hein. Et même que parfois, les jours comme aujourd'hui, ça va chauffer dans la véranda, c'est pas grave. C'est mieux, plus frais, mais c'est pas pour ça qu'ils vont filer. Ils vont rester. Parfois, il me reste des plants, et de toute façon, j'en remets toujours au mois de juin. Dans mes premières pommes de terre, j'en remets. Mais c'est toujours les plants de l'année d'avant, hein, que je remets. Et parfois, ils ont des 25-30 degrés. Ben, les germes sont un petit peu plus importants qu'au printemps, c'est logique. Ils sont encore très, très, très costauds et très valables, et ça repart très bien, et ça donne une bonne récolte encore à la fin de l'année. Donc tu ne les gardes pas au frigo Non. Ben, le frigo, il sert à autre chose. Hein. Non. Souvent dans mon frigo, il y a déjà tout le bac à légumes qui est rempli de poires. Parce que comme ça, les poires, ils conservent. C'est beaucoup plus difficile de conserver des poires que des pommes. Hein. Et ils mûrissent tous en même temps, sinon. Donc là, on mange une poire, on en sort une du frigo, on la met pendant 2 jours souvent dans la maison, et elles sont mûres. Et ben ici, avant-hier, on a mangé la dernière que j'avais mis dedans fin septembre, quelque chose comme ça. Voilà, donc, et j'en avais gardé dans des caissettes aussi, dans la petite cave où il fait pas toujours très froid. Hein, et bon, là, il fallait toujours vérifier, tandis que dans le frigo, il n'y en a pas une seule qui a péri. Tout a été consommé correctement. Voilà, ça c'est encore une parenthèse qui n'était pas prévue. Voilà, donc maintenant c'est possible aussi de planter les topinambours, de les manger surtout, hein, parce qu'une fois au mois de mars, ils vont commencer à sortir de terre, et là ils seront immangeables. Hein. Donc voilà, c'est le moment de penser à ça. On peut planter aussi des krosnes, des hélianthis aussi, et tous des petits tubercules de ce style-là, de cette famille-là. Prévoir quand même du compost. Les topinambours et tout ça, ça se plante pas très profond, 5 cm. Topinambour avec bien du compost va donner une bien grosse récolte aussi. Avec un morceau de topinambour, on sait avoir facilement un seau de 10 litres. Après, donc il ne faut pas mettre 50 pieds, sinon ben, il faudra partager avec les mulots et tout ça, parce qu'ils adorent. Hein. En même temps, il paraît que c'est bon pour ceux qui ont le diabète. Hein. Il y aurait de l'insuline ou quelque chose dans le topinambour. On peut manger cru, on peut manger cuit. C'est difficile à éplucher, donc on les brosse un peu, on les cuit avec la peau, et puis dans son assiette on coupe ouvert et on gratte le milieu, et c'est très bon. Hein, c'est pas l'asperge, c'est l'artichaut du pauvre qu'on appelle ça, parce que ça a un peu le goût d'artichaut. On appelle ça même l'artichaut de Jérusalem. Ouais. Le topinambour. Ah ouais, voilà. Donc ça c'est maintenant qu'on le fait. Après, quand on est envahi, il n'y a pas de souci avec les topinambours qu'on est envahi. Il suffit au printemps, quand ils sont 20 cm, de tirer toutes les tiges et c'est fini. Il y en a peut-être encore une ou l'autre qui va venir, mais parfois on est embêté parce que quand on n'a pas bien tout enlevé, tous les petits morceaux, ça repousse. Hein. C'est un avantage d'avoir à ce moment-là un engrais vert. Donc on tire et on couche entre les pommes de terre, entre tout ce qu'on veut. Et on donne aux lapins, aux chèvres, aux moutons. Ils aiment bien. Comment? Catherine, elle dit que les poules n'en veulent pas. Ah, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ni cuite, ni crue. Ah, les topinambours. Ah, ouais. Ben, moi, j'en avais là que c'était vraiment des tout petits poules. J'ai jeté chez les poules, j'ai vu qu'ils ont quand même un petit peu picoré. Mais bon, toi, tu as 2 poules? 3? Non, moi j'ai les poules du parc, à qui j'en ai 5-6. Oui. Ah oui, quand même. Donc voilà, ça dépend le nombre des poules, hein, mais une poule doit apprendre à manger ce qu'on lui donne. C'est pas... C'est comme un enfant, hein. Elles veulent pas de feuilles de chou. C'est comme un enfant, c'est... Elles veulent pas de feuilles de chou. Ouais, mais il faut... Souvent, les lapins, ils aiment bien aussi. Ouais, il faut les éduquer. Il
faut les éduquer et apprendre un peu à la fois. Au début, tu jettes des limaces, ils vont regarder, ils vont dire tu penses quand même pas que je vais manger ça. Et une fois qu'ils savent ce que c'est, qu'ils ont goûté, ils sautent dessus.